Bonjour à tous, vous vous intéressez à l'UX et à l'UI design, mais vous ne savez pas par quoi commencer, par quelle formation il faudrait que vous débutiez votre montée en compétences. Et en même temps, il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est très dense, c'est très varié, on est parfois un petit peu perdu. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner une vue globale sur qu'est-ce que l'UX, qu'est-ce que l'UI design. Également avoir une base solide de connaissances pour la suite de votre montée en compétences et aussi pour votre carrière professionnelle. Cette vidéo, ça va être vraiment comme un guide, on va parler de pas mal de sujets, je vous en reparle juste après. En attendant, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de cette formation et à vous abonner. Alors, peut-être que vous avez déjà été dans une situation comme ça, où vous êtes sur projet et vous voyez que les interfaces sont pas très ergonomiques, c'est pas très facile à utiliser, vous voyez aussi que l'aspect visuel est pas très attirant, parfois même c'est un petit peu confus. Il se peut aussi que quand vous releviez les alertes en réunion, personne n'écoute votre avis, et au final on va pas dans la direction que vous préconisez. Vous avez l'impression aussi peut-être de galérer parfois en devant créer une interface utilisateur, vous n'êtes pas sûr des choix que vous faites, vous recommencez plusieurs fois. Et puis, des fois, il peut arriver aussi que vous êtes face à votre client, il ne sait pas ce qu'il veut, et vous, vous-même, vous ne savez pas trop comment l'encadrer, comment l'aider. Alors, si vous êtes déjà arrivé dans une de ces situations, bonne nouvelle, vous n'êtes pas tout seul, puisque moi j'ai fait un peu une étude auprès de mon entourage projet, j'ai été demandé quels étaient les plus gros freins qu'ils rencontraient sur mission en fait. Et on voit qu'il y a pas mal de choses qui sont remontées en points irritants, que ce soit l'alignement entre design, développeur, le fait de faire des maquettes en mobile, convaincre du point de vue, parfois on a l'impression aussi qu'on n'a pas assez d'expérience pour être crédible. Ça peut être aussi le choix des couleurs, des contrastes, la mise en page, comment on intègre les besoins des utilisateurs dans le projet, comment on crée une navigation qui soit optimisée. Voilà, c'est pas mal de sujets qui sont très vastes. J'ai demandé aussi, quel était votre niveau d'expérience dans le design. La plupart des gens que j'ai interrogés, donc c'était des designers, mais aussi des développeurs, la plupart sont assez débutants, donc ils débutent sur l'UX, l'UI, ils ont quelques notions, mais voilà, c'est pas très très poussé. Je leur ai posé ensuite la question, selon vous, est-ce que votre projet à l'heure actuelle est bien pensé en termes de design, et la majorité me répondent que non. Donc là, ce qui est intéressant à analyser, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un expert en design pour voir que sur les projets, il y a une grosse marge de progression. Et au final, quand on est un petit peu submergé par toutes ces problématiques, surtout quand on débute, on a du mal à garder le rythme, on a du mal à être force de proposition, on a du mal à suivre un petit peu tous les changements qui sont demandés par notre client. Alors avant de continuer, donc moi je me présente rapidement, donc je suis Gianni Polito, j'ai plus de 10 ans d'expérience en design donc au sein de grands groupes informatiques ou au sein de web agency. J'interviens aussi sur la partie, sur les matières de design dans plusieurs écoles supérieures autour de Lille. Je fais aussi partie de l'association FLUPA, l'association francophone des professionnels de l'expérience utilisateur, et moi ce que j'adore c'est évidemment apprendre un maximum de choses et les repartager, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est très simple. Moi, ce que je voulais, c'est donner évidemment un petit peu de théorie, mais aussi beaucoup d'exemples, de cas concrets, qui vont vous permettre justement de construire des meilleures expériences et interfaces. On va parler de plusieurs sujets. Déjà, qu'est-ce que l'UX, qu'est-ce que l'UI, les fondamentaux, les bonnes pratiques et conseils, les petites astuces qui vont vous permettre de créer des meilleures expériences. Aussi pas mal sur les lois de perception visuelle qui sont très importantes, c'est comment vos utilisateurs vont percevoir votre produit ou service. Une grosse partie aussi sur l'accessibilité, puisque ça fait partie pour moi du basique de tout designer. Et enfin, on repartira à la fin sur un petit peu des clés pour bien mettre ça en application. Par contre, on ne verra pas dans ce guide tout ce qui va être implémentation technique, le choix de techno, HTML, CSS, tout ce qui est front, on n'en parlera pas puisque vraiment je veux focaliser beaucoup plus sur la partie design et la perception visuelle. Et on parlera pas non plus, même si c'est une problématique qui est un peu liée, de méthodologie agile.
Alors, avant de commencer, évidemment, on se pose la question, qu'est-ce que l'UX, qu'est-ce que l'UI? Et c'est la question un peu fondamentale. Alors, il y a cet exemple que moi j'aime beaucoup, qui est souvent très mal exploité, très mal expliqué, c'est l'exemple des bouteilles de ketchup. Les bouteilles de ketchup, vous en avez deux sous les yeux de la marque Heinz. On voit que globalement le contenu est le même puisque c'est de la sauce ketchup. La tâche qu'on veut réaliser avec ces bouteilles est aussi la même. On veut mettre du ketchup dans notre plat, dans nos frites par exemple. L'interface utilisateur, là, elle va un petit peu différer. On voit qu'on est sur une bouteille en verre, une bouteille en plastique à droite. Donc on va dire l'interface entre la personne et le contenu va être un petit peu différente, et du coup il y a aussi un impact sur l'ergonomie, puisque l'ergonomie c'est la facilité d'utilisation pour compléter une tâche. Alors pourquoi on dit facilité un petit peu différente? Eh bien tout simplement, et c'est très lié à l'expérience utilisateur, ces bouteilles, quand on les met dans la vraie vie, dans les mains ici d'enfants, on voit que l'enfant ici à gauche, avec la bouteille en verre, en a mis un petit peu partout, dans son plat, sur lui, mais aussi sur la table, contrairement à la petite fille ici à droite, avec la bouteille en plastique, qui va être beaucoup plus précise, qui va doser la quantité, qui va en mettre uniquement dans son plat. Donc on voit que cette interface, cette ergonomie, cette facilité d'utilisation a un impact direct sur l'expérience vécue par les utilisateurs. Quand on parle d'utilisateurs, il y a ces utilisateurs primaires, mais il y a aussi les utilisateurs un petit peu secondaires, qui peuvent être par exemple les parents. On voit que dans l'expérience utilisateur de gauche, bah voilà, ça va être assez laborieux d'un point de vue parent, puisque il y en a partout, il va falloir nettoyer sur le sol, sur les vêtements, donc on va perdre peut-être du temps et on va peut-être être frustré ou en tout cas être énervé par cette situation, tandis qu'à droite, à contrario, voilà, on peut imaginer que le repas se passe de façon un peu plus fluide, plus agréable, et que c'est un moment beaucoup plus sympa pour tout le monde. Donc ce qui est important, c'est effectivement l'expérience de l'ensemble des utilisateurs qui vont être impactés par le produit. Une dernière notion importante aussi, c'est la notion de design thinking. Le design thinking, c'est un cadre qui va favoriser l'innovation en favorisant évidemment la co-créativité, le retour des utilisateurs finaux. En gros, c'est ce qui a permis à Heinz, au début des années 2000, de passer de l'expérience de gauche à l'expérience de droite, et donc de proposer une évolution de son produit. On peut imaginer que, évidemment, ce petit changement en termes de packaging de la bouteille a permis dans un premier temps de se différencier par rapport aux concurrents, mais très rapidement on peut imaginer, c'est ce qu'on vit quand on va dans les supermarchés, on voit que beaucoup d'autres marques ont aussi adopté ce design tête en bas. Alors, le design, pourquoi c'est important? Voici quelques exemples de risques et enjeux. La première chose, évidemment, le design, quand on y pense, c'est d'être désirable. Il y a ce risque, effectivement, de créer quelque chose qui ne soit pas attractif de point de vue utilisateur, et c'est l'exemple qu'on a ici à gauche avec ces magnifiques sandales en termes de poissons. Bon, globalement, si vous voulez être élégant sur la plage, vous n'allez pas les acheter. La plupart des gens qui vont acheter ça, ça va être plutôt pour le côté humoristique ou pour le second degré. C'est un peu la même chose ici avec le site que vous voyez à droite. Vous voyez ces effets de texture, l'aspect graphique montre très rapidement un aspect un petit peu daté. On a l'impression que c'est obsolète d'un point de vue utilisateur, donc attention à ça. Également, lorsqu'on est sur la conception, parfois on va avoir tendance à rajouter énormément de fonctionnalités, ou en tout cas à faire les choses de manière peut-être un petit peu compliquée pour les utilisateurs. C'est l'exemple ici de la machine qui permet d'ouvrir des bières à gauche. Bon, ouvrir des bières, il y a des méthodes un peu plus simples quand même que celle-ci. Ici à droite, on est sur une interface avec plusieurs niveaux de navigation qui demandent pas mal de choses, donc au final l'expérience est quand même complexifiée. Parfois aussi, on a ce risque d'ajouter, donc c'est un petit peu la même chose que ce qu'on vient de voir avant, c'est ajouter des fonctionnalités qui vont être inutiles, soit parce que votre produit a déjà une fonctionnalité un petit peu identique, soit parce que tout simplement elle ne répond pas à un des besoins utilisateurs. Parfois, on va avoir tendance aussi à faire des choses qui sont difficilement utilisable. Si vous êtes comme moi et si vous avez des lunettes, on a pu remarquer que depuis quelques mois, c'est compliqué de bien voir quand on a un masque et également des lunettes, ça crée de la buée. Donc au final, c'est difficile de capter de l'information quand on est dans un magasin, dans la rue par exemple.
Et c'est la même chose qu'on peut retrouver ici à droite sur ce site internet. Le choix des couleurs, le choix de contraste fait que c'est assez compliqué à utiliser, hein, et sans parler d'accessibilité, juste d'utilisation normale. Également, parfois on va faire des choix qui vont être dangereux. On a l'exemple ici d'un mug à gauche qui a l'air très mignon, on a une interface ici à droite bancaire qui a l'air très classique, mais en fait, il peut y avoir des impacts qu'on ne voit pas au moment de la conception. Donc par exemple ici à gauche, à l'utilisation, le mug peut être dangereux puisqu'il peut aller dans les yeux des enfants et leur faire mal. Ici à droite, c'est une histoire de la Citibank. À cause d'une erreur, on va dire, de conception, il y a eu des transferts d'argent qui n'étaient pas vraiment volontaires et qui ont fait perdre 500 millions de dollars à Citibank. Donc si on reprend un petit peu toute la liste des risques potentiels par rapport aux produits et aux services, évidemment la base c'est l'utilité. C'est créer un service, un produit qui réponde en fait à une problématique utilisateur, qui aide à atteindre un objectif. Au-dessus, on va avoir le côté fiable. Quand j'utilise ce produit ou service, j'ai envie de me sentir en sécurité, j'ai pas envie de rencontrer des bugs, j'ai envie que ce soit rapide, performant, c'est évidemment la réponse au côté dangereux. Après, on a le côté pratique. Je veux pouvoir utiliser le service de façon fluide. Je ne veux pas arriver dans une situation où je vais être bloqué par rapport à l'utilisation. Enfin, le haut de la pyramide, ça va être plutôt le côté agréable à utiliser. Est-ce que c'est plaisant? Est-ce que je passe un bon moment? Est-ce que je vais m'en souvenir? Ce qu'on voit, c'est que ces 4 étages fonctionnent ensemble pour créer l'expérience utilisateur. Alors, on parle de design, maintenant on va parler d'un petit peu de l'innovation. Alors, qu'est-ce que le design et l'innovation? En fait, ça va à la rencontre de 3 axes. Le premier axe, ce sont les utilisateurs, le deuxième axe, c'est le business, et le troisième, c'est la technologie. Quand on conçoit un produit ou un service, évidemment, on veut qu'il soit à l'intersection de ces 3 domaines-là. C'est-à-dire désirable, est-ce que mes utilisateurs voudront de ce produit? Business, est-ce que je vais me faire de l'argent? Est-ce que ça va me créer un marché? Est-ce que je réponds à un besoin de marché? Et le côté technologique, c'est est-ce qu'on sait le construire? Alors c'est important d'être vraiment à l'intersection de ces 3 cercles-là, parce que si on n'y est pas, on va se retrouver dans ces zones un petit peu rouges. C'est-à-dire que si on fait quelque chose qui est désirable par les utilisateurs et qui peut nous rapporter de l'argent, mais que personne sait le construire, eh ben on va être bloqué. La même chose, si on a un concept qui peut nous rapporter de l'argent, qu'on sait le construire, mais les utilisateurs n'en veulent pas, eh ben personne ne va l'utiliser quand on va le mettre sur le marché. Enfin, si on sait construire quelque chose qui répond à des besoins utilisateurs, mais que ça ne rapporte pas d'argent, personne ne va vouloir le financer. Donc ça, c'est important. Et en fait, l'UX, c'est très large. L'UX, ça va regrouper pas mal de tâches, de missions, de métiers différents. Globalement, moi, je l'ai résumé en 3 grands axes. Le premier axe, ça va être la recherche utilisateur. C'est en gros tout ce qui va nous permettre de se confronter aux besoins des utilisateurs, valider des idées, des hypothèses. Donc ça va être l'UX Research, l'animation de tests, tous les aspects ergonomiques, mais également, pourquoi pas, la data avec les analytics. Le deuxième axe, ça va être l'alignement, comment on fait fonctionner des points de vue différents ensemble, comment on co-construit les choses, donc notamment la facilitation d'ateliers, la vision produit, et également comment on modélise un petit peu toutes les interactions qu'il va y avoir entre les services, les points de contact. Enfin, troisième axe dans l'UX, c'est une partie la plus visible, c'est évidemment l'aspect conception, donc c'est tout ce qui va être interface, prototypage, visual design, mais aussi la conception-rédaction ou encore les interactions qu'on peut avoir avec le service. Alors, là on a vu effectivement toutes les notions, les risques, les enjeux. Dans l'expérience utilisateur, il y a évidemment utilisateur, ce qui va être très important, ça va être dès le départ et un maximum possible, prendre en compte nos utilisateurs dans la démarche de conception, notamment grâce à certaines activités, type la carte d'empathie ou les personas, qui vont en fait nous permettre d'aller sur le terrain, interroger nos utilisateurs et reporter tout ça en fait dans des supports qui vont nous permettre, tout au long du projet, d'avoir en tête qui sont nos utilisateurs et quels sont leurs besoins. Ça, c'est une des premières
chose, mais il y a évidemment aussi tout l'aspect parcours qu'il va falloir réaliser. Donc là, par exemple, vous avez à l'écran un scénario Aziz ou Journée Map, enfin, en tout cas, c'est quelque chose en fait qui nous permet de mapper un utilisateur au travers les différentes étapes de son parcours et de savoir à chaque étape qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'il ressent. Donc vraiment ce qu'il faut avoir en tête, et c'est la grosse différence avec les diagrammes de flux qu'on peut avoir par exemple côté fonctionnel, côté business, là l'idée des scénarios Aziz ou To Be, c'est tout simplement d'avoir ces différentes dimensions d'action, de pensée et de ressenti qui vont nous permettre en fait d'analyser le parcours utilisateur au global. Vous le voyez, il y aura par exemple dans cette activité-là, alors je ne vais pas entrer dans le détail, mais globalement, il y a des moments qui vont être neutres, symbolisés ici par des post-it jaunes, des moments qui vont être positifs, symbolisés par des post-it verts, et des moments où on va rencontrer en fait un point irritant, symbolisé ici par des post-it rouges. L'idée, évidemment, quand on est en démarche centrée utilisateur, en démarche UX, ça va être d'appuyer sur les moments forts, positifs, mais également de corriger tous les points négatifs du parcours. Alors ça c'était deux exemples, mais évidemment quand on est en démarche comme ça centrée utilisateur, il y a tout un ensemble d'activités, d'exercices sur lesquels on va pouvoir travailler en groupe ou en solo, qui vont nous permettre d'avoir une meilleure vision de quels sont les scénarios, de quoi notre utilisateur a besoin, quelle est la chose la plus importante, quelles idées on pourrait sélectionner pour créer notre solution, etc. Donc voilà, c'est un ensemble d'activités, je ne vais pas en revenir en détail là aujourd'hui dessus, mais ce qu'il faut avoir en tête, effectivement, c'est que même si tout le monde n'est pas designer, au moins on doit tous avoir cette démarche d'avoir l'utilisateur comme une étoile du Nord. C'est la citation ici de Phil Gilbert. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que justement, une méthodologie comme l'Enterprise Design Thinking ou d'autres Design Thinking permettent justement de construire tous ensemble des solutions qui sont centrées utilisateurs, qui favorisent l'innovation. Donc voilà, je vous en mets une. Si ça vous intéresse, vous pouvez également vous renseigner sur le site de IBM qui propose un parcours de formation sur le design thinking avec des récompenses comme des badges, des choses comme ça. Mais sinon, vous pouvez aussi aller tout simplement sur Open Classroom. Il y a aussi une très bonne formation de Lauren Castor qui explique justement cette démarche un peu design thinking pour bâtir en fait des solutions qui sont basées sur des besoins utilisateurs, qui favorisent l'émergence de nouvelles idées, etc. Ok. Maintenant qu'on a vu justement ces dimensions UX et à quoi ça va venir répondre et comment on peut construire des choses qui vont être vraiment solides pour la suite, il y a effectivement l'aspect UI qui est important, et je voulais vous donner en fait 5 clés de UI qui vont vous permettre, à coup sûr, si vous les respectez, d'avoir des designs qui seront beaucoup plus performants, beaucoup plus compréhensibles. Alors là, je vous ai mis un petit exemple. C'est évidemment quelque chose, d'aspect d'entrée de jeu, on va se dire, c'est pas terrible en termes de couleurs, etc. Et effectivement, c'est la première chose à avoir en tête quand on design une interface, c'est l'utilisation des couleurs et des contrastes. Une couleur, ça se choisit toujours par rapport à son environnement, par rapport aux autres éléments qui vont être associés. Attention aussi, par exemple, ici j'ai mis une couleur rouge dans mon champ de texte. Attention, ça peut être associé aussi à une forme d'erreur, alors qu'il n'y a pas d'erreur ici. Et ce qui est important aussi quand on choisit les couleurs, c'est de bien respecter la charte graphique de notre client. Vous voyez, tout simplement, je viens changer les couleurs. Et tout de suite, on a quelque chose qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus... Voilà, on met vraiment l'emphase sur le bouton d'action, on comprend beaucoup mieux comment ça fonctionne. Deuxième élément, ça va être l'utilisation des espaces blancs, des alignements, donc en web, on appelle ça les margins, les paddings. En gros, c'est tout ce qui va nous permettre de aérer un petit peu notre design pour que les éléments soient pas trop collés et qu'on n'ait pas l'impression que ça fasse des bugs. Donc vous voyez ici, dans cet exemple-là, on a des marges qui sont pas du tout uniformes, des choses qui sont pas alignées, et du coup ça donne un sentiment un petit peu de comme si c'était un peu buggé, comme si c'était cassé, et ça facilite pas la lecture. On a l'impression aussi peut-être que c'est du phishing, ou enfin voilà, on n'a pas l'impression qu'on est sur quelque chose d'officiel.
voyez, tout simplement en mettant des marges très régulières, très uniformes, on a voilà, une construction qui apparaît, et c'est quelque chose qu'il faut évidemment bien utiliser dans les designs. Après, il y a l'utilisation aussi de la hiérarchie visuelle. Vous voyez, si je mets tous les textes sous la même taille, sans mettre de bold, sans mettre d'italique, voilà, on perd un petit peu cette notion de hiérarchie. Donc, qu'est-ce qui est plus important dans la page? On ne sait pas. Et du coup, l'utilisateur est un petit peu forcé de tout lire pour comprendre un peu le message qu'il y a derrière. Donc, la plupart du temps, quand ils doivent lire des choses, ils ont tendance aussi à sauter, à passer. Donc il y a peut-être potentiellement des informations qui vont être complètement ignorées avec un design comme ça. Quatrième élément, ça va être l'utilisation d'effets, ou en tout cas d'éléments graphiques qui vont venir perturber la lecture. Donc vraiment, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on est vraiment sur globalement des interfaces qui vont être beaucoup plus propres, avec moins d'effets visuels. C'est parce que aussi, on le voit dans cet exemple, en ajoutant trop d'effets, trop d'ombres, on complexifie la lecture. Donc par exemple ici, la photo de notre livreur GLS, bon, elle est sympathique, mais elle apporte pas forcément beaucoup plus d'informations, en tout cas à notre design. On a aussi la répétition du logo. On a ici un champ qui ressemble plus forcément à un champ de texte. Donc plus on met d'éléments visuels à l'intérieur d'un design, et plus ça va être complexe et à développer, à maintenir, mais aussi à comprendre d'un point de vue utilisateur. Et donc ça peut rebuter. Ça, faut vraiment l'avoir en tête. Enfin, dernier élément, c'est sur l'utilisation des styles de texte. Donc attention là à bien avoir en tête cette un peu harmonie au niveau des tailles de texte, mais aussi le nombre de typographies que vous allez utiliser. Gardez en tête aussi que globalement, si vous utilisez des typos trop petites, ça va être compliqué à lire, donc visez quand même en général à une taille de 16 pixels, pas plus de 2 typos différentes sur les designs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on pousse énormément et qu'on apprend à l'école. Et de garder des styles de texte aussi cohérents. On ne peut pas des fois être aligné à gauche, aligné à droite, ou avoir des typographies trop exotiques qui ne rentrent pas dans la charte graphique. Ok, maintenant qu'on a vu les bases vraiment sur l'interface utilisateur, je vais vous donner moi des astuces que j'utilise tout le temps et qui vont vous permettre de créer des meilleurs composants au niveau de vos interfaces. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart du temps, sur tous les projets, on va designer un peu des formulaires, donc de la saisie d'informations. Il faut avoir en tête qu'un formulaire comme ça, c'est un petit peu comme remplir sa feuille d'imposition. On n'a pas du tout envie, d'un point de vue utilisateur, de le faire. On a l'impression que c'est long, que c'est fastidieux. Donc moi, ce que je vous invite le plus possible à faire sur ce genre de composants, ou en tout cas sur ce genre de page, ça va être de venir découper votre formulaire en différentes parties. Alors ça va être tout simple, vous allez regrouper les champs qui vont ensemble, vous allez les nommer. Et tout simplement, d'un point de vue utilisateur, c'est beaucoup plus facile de comprendre comment ça fonctionne. On voit qu'il y a ici 4 parties, que chaque partie c'est 2-3 champs. Voilà, ça va être carrément beaucoup plus facile. La même chose quand vous faites des tableaux. La plupart du temps, on a tendance à faire des tableaux un peu bruts, un peu comme ça, ce que vous avez à l'écran. Et le problème en fait de ça, c'est que vous voyez, il n'y a aucune information qui ressort, on ne sait pas c'est quoi on ne sait pas quelle information est la plus importante. Donc moi, ce que je vous invite à faire le plus possible, ça va être déjà de venir illustrer les différents éléments de votre tableau. Donc par exemple, ici on parle d'entreprise, donc pourquoi pas mettre le logo de l'entreprise. Également, s'il y a par exemple un classement, ou en tout cas un changement en tout cas de classement, pourquoi pas venir mettre ici des flèches rouges ou vertes. Les textes alignés à gauche, les nombres alignés à droite, c'est beaucoup plus facile pour les comparer. Également, pas hésiter aussi à mettre voilà, un système peut-être de tag, quelque chose de très visuel, qui permet voilà, de bien comprendre la notion en fait, qui est associée à chaque ligne. C'est la même chose ici sur ce tableau, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est un tableau qui est de logiciel Adobe. Vous voyez que si on mettait tous les boutons d'action par ligne, très rapidement on peut avoir quelque chose qui est très dense en termes d'information, qui est même plus lisible. Donc moi ce que je préconise, plutôt que de faire quelque chose comme ça avec plein de répétitions de boutons, ça va être soit de mettre des choses qui vont venir s'afficher over, des boutons d'action over, ou tout simplement la possibilité de venir ouvrir un menu déroulant qui vient donner en fait les différentes actions secondaires, tout en gardant le bouton principal lui affiché par défaut.
C'est la même chose aussi quand on parle de checkbox. Alors les checkbox, évidemment, ça veut dire que plusieurs choix sont possibles. Donc si par exemple on est là ici sur un choix unique, bah, c'est pas des checkbox qu'il faut utiliser, parce que les checkbox, c'est vraiment pour dire bah voilà, je souhaite manger et un hamburger, un cheese, une frite et un cookie. Voilà, je vais pouvoir sélectionner plusieurs éléments. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les checkbox. A l'inverse, les boutons radio. Un bouton radio, c'est pour des choix uniques. Donc vous voyez ici, comme la version de gauche, si on peut sélectionner plusieurs éléments, bah, c'est pas les boutons radio qu'il faut utiliser. Donc ayez bien en tête vraiment le type d'éléments qu'il faut utiliser pour quel cas de figure. Quand on est sous forme de cards, alors moi je vois l'erreur assez souvent aussi au niveau des applications qui n'ont pas forcément de designer, c'est de mettre un peu de manière très très brute l'information sous forme sous forme linéaire avec intitulé puis valeur. Et en fait, bon, bah, ça fonctionne, mais le problème c'est que c'est pas du tout orienté utilisateur. Encore une fois, on ne sait pas quelle est l'information la plus importante dans tout ça. Donc moi, ce que je recommande, c'est évidemment d'avoir quelque chose qui va beaucoup mieux hiérarchiser. Donc là, par exemple, on sait que l'information la plus importante, c'est le nom de la villa, le prix pour la nuit. On va avoir aussi des pictogrammes qui vont un petit peu illustrer, qui vont faciliter aussi la lecture, le fait que l'œil s'arrête beaucoup plus sur les pictogrammes. Pourquoi pas l'utilisation de tags ou de photos qui donnent un côté un peu plus sympathique. Également sur les erreurs, bon bah la meilleure erreur c'est celle qu'on ne fait pas, donc essayez un maximum de prévenir lorsque voilà, vous savez qu'un champ va être en erreur lors de la soumission d'un formulaire, bah, essayez de prévenir l'utilisateur au moment où il est en train encore de taper. C'est la même chose aussi une fois que les erreurs sont arrivées. Quand on nous dit erreur avec le serveur, ça donne aucune indication sur qu'est-ce qui est en train de se passer, et parfois c'est même pire puisqu'on a un code, un intitulé un peu technique, donc ça l'utilisateur ne comprendra pas du tout. Attention à ne pas utiliser l'humour, surtout essayez d'être clair sur qu'est-ce qui s'est passé et comment l'utilisateur en fait pourrait résoudre ce cas de figure. Au niveau des pop-up et des modales, là moi je vois aussi souvent des pop-up qui sont très mal faites, avec beaucoup de texte, avec parfois plusieurs questions en une. Là clairement je suis obligé de lire ce qui est écrit dans la pop-up, de bien relire plusieurs fois pour essayer de ne pas faire d'erreur, alors qu'en fait tout simplement ça pourrait être résumé par est-ce que vous souhaitez mettre à jour les préférences de communication? Non, et oui, mettre à jour. Donc vous voyez, on est beaucoup plus direct et d'un point de vue utilisateur ce sera mieux compris. Ce qu'on voit, c'est que effectivement l'interface peut vite poser problème. On voit qu'en ajoutant des icônes par exemple, ça va être beaucoup plus sympa, ça va vite attirer l'œil, mais en fait c'est pas suffisant. Il suffit pas d'avoir de belles icônes pour avoir une interface qui fonctionne. C'est un petit peu l'exemple les deux exemples qu'on pourrait prendre sous les yeux ici. Ici à gauche, on a une machine qui permet de récupérer des tickets de transport. Ben, on voit qu'il y a effectivement pas mal d'illustrations, pas mal de texte, mais pourtant ça ne paraît pas très facile à utiliser, et c'est un peu la même chose quand on a un bureau d'ordinateur qui est très mal rangé. Oui, il y a des icônes partout, elles sont plus ou moins bien faites, mais par contre, voilà, tout est en vrac, donc on s'y repère pas du tout. Donc c'est pas qu'une question d'icônes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'utilisateur, c'est un humain avant tout, comme diraient les Daft Punk, et du coup, l'idée, c'est de comprendre un petit peu comment son cerveau fonctionne pour évidemment s'adapter à lui. La perception visuelle, voilà, ça démarre pas, ça n'a pas démarré avec le web ou les ordinateurs, ça existe depuis très longtemps. Il y a notamment des théories sur la façon dont fonctionne la perception, l'œil, le cerveau. C'est des lois qui ont été édictées au début du 19e siècle, et on va les voir ensemble. Déjà, la première des lois qui est importante, c'est la loi de proximité. C'est le fait que des éléments qui sont proches les uns des autres ont tendance à être perçus comme un groupe, comme un ensemble. Et on le voit bien dans l'exemple de gauche, ici la lecture sera compliquée. La loi de proximité, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver justement dans les interfaces quand on a des composants. Donc là, si par exemple je vous pose la question que fait le bouton valider, on a l'impression que ça va valider quelque chose, que ça va envoyer, soumettre, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est, et en fait, le problème, c'est que l'action est ici à gauche, marquée comme lu. Et en fait, la problématique, c'est qu'on ne respecte pas ici la loi de proximité entre cette action marquée comme lu et le bouton valider, et c'est ça qui fait qu'on contrecarre un petit peu la façon dont l'utilisateur pense.
si on voulait respecter la loi de proximité, c'est tout simple, c'est en mettant ensemble des éléments qui sont liés, qui doivent être regroupés. Donc ça peut être des menus de navigation, ça peut être des menus secondaires, ça peut être un ensemble de champs de formulaire avec un bouton rechercher par exemple. Il y a une deuxième loi qui est la loi de similarité. Les éléments qui ont le même aspect graphique vont faire penser à l'utilisateur qu'il y a un comportement, qu'il y a une fonction similaire. Donc c'est par exemple ce qu'on peut trouver tout simplement sur l'espace client Amazon. On voit ici que par exemple tous les liens, tous les textes qui vont être en bleu vont être des liens, où on peut remarquer aussi que ici on a différents encarts avec à chaque fois une icône, un titre, une description, donc ça renvoie vers des catégories qui sont sœurs. La chose qui est intéressante avec ces lois de perception, c'est que ça fonctionne peu importe, on va dire, la culture dans laquelle vous allez. Donc là, par exemple, on a un élément de page en mandarin, en chinois, et pourtant on comprend quand même qu'à chaque fois il va avoir une description, un titre et une icône. Donc voilà, on ne comprend pas évidemment ce qui est écrit, mais par contre on va comprendre que ces 6 éléments sont au même niveau. Ensuite, il y a la loi de continuité. La loi de continuité, elle nous dit juste que des points qui vont être rapprochés vont avoir tendance à former des lignes. Vous voyez, ici, on a l'exemple avec ces points qui viennent se placer, on a l'impression que ça forme une ligne. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que dans les web design, on va aussi utiliser ça. Donc là, par exemple, le site Airbnb, vous voyez, on a ici sur la page d'accueil un élément qui permet de lancer une recherche sur l'endroit où on veut aller, les dates, le nombre de voyageurs, et en fait le fait que ce soit accolé comme ça forme qu'un seul élément, donc ça forme quelque chose qui est très linéaire. C'est la même chose, on retrouve ici sur Google Font cet élément pour lancer une recherche de typographie. Après, on a l'effet von Restorff. L'effet von Restorff, c'est tout simplement que parmi des éléments qui ont vraiment le même aspect, va ressortir et va attirer l'attention l'élément qui est un petit peu différent. Donc c'est pour ça ici, par exemple, cette carte business qui est un petit peu surélevée, qui est mise en vert, forcément nous intéresse un petit peu plus, va retenir plus notre attention et donc on va le garder en mémoire. Ensuite, il y a la loi de Fitts, que moi j'aime appeler la loi de la pétanque. En gros, c'est beaucoup plus facile, imaginez vous avez une boule de pétanque dans la main, ça va être beaucoup plus facile de toucher un mur qui est à 1 mètre de vous qu'une fourmi qui est à 20 mètres. Bon, et ben, la loi de Fitts, c'est ça, c'est-à-dire que plus l'élément est gros et au centre de votre écran, et plus il va être facile de cliquer dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de sites d'entrée de jeu depuis la page d'accueil qui vont proposer comme ça un bouton d'action qui va se démarquer du reste et qui va être assez gros. Ensuite, il y a aussi ce concept d'attention partagée. En gros, pour que vos utilisateurs comprennent mieux vos interfaces, il faut afficher les informations qui vont ensemble au même endroit et ne pas distribuer, on va dire, l'attention. Donc par exemple, ici on est sur une tooltip, vous voyez que l'information de la tooltip, elle vient juste au-dessus, elle ne vient pas dans un encart à droite. Voilà, donc c'est vraiment cette proximité spatiale qui va faire que votre interface est mieux comprise. Ensuite, il y a le nombre magique de Miller, donc il y a des recherches qui ont été effectuées, ils se sont demandé, c'est quoi un peu les capacités de mémoire à court terme de l'être humain, et on s'est rendu compte qu'en fait, l'être humain pouvait mémoriser environ 7 morceaux d'informations, à plus ou moins 2, donc entre 5 et 9. En gros, des morceaux d'informations, c'est par exemple des numéros de téléphone, 03, 20, 40, 81, etc. Donc ça, c'est vraiment des numéros de téléphone, des morceaux d'informations. Alors, c'est un petit peu, ça fait un peu polémique. Maintenant, on estime que la mémoire à court terme est en train de baisser un petit peu et constitue plutôt autour de 3 ou 4 éléments. Donc on est en train de baisser un petit peu en termes de capacité de mémorisation. Pourquoi c'est intéressant le nombre de 7 ? Tout simplement parce qu'il faut vous dire que si vous faites un menu de navigation, il ne va pas falloir avoir trop d'éléments dedans. Donc par exemple ici on est sur le site de la Redoute, vous voyez j'ai 7 éléments au niveau 1. Et ça permet, une fois que j'ai lu l'ensemble de ces éléments, je me rappelle un petit peu quel était le premier. Voilà. S'il y en avait beaucoup plus, je ne me rappellerai pas forcément de tous. La loi de Hick, elle décrit tout simplement le temps de réponse d'un utilisateur par rapport au nombre de choix dont il a à disposition. Donc en gros, plus on va avoir de choix et plus ça va prendre de temps de prendre une décision, mais en même temps,
à un moment donné, on plafonne un petit peu. C'est-à-dire qu'entre 150 et 151 choix, par exemple, bah voilà, il y aura très peu de différence en termes de temps de décision. Ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on peut tester là tout de suite. Si je vous montre, voilà, ces deux possibilités pour commander à manger, bon, globalement, la décision, elle va être assez rapide à prendre. Soit vous êtes plus burger, soit vous êtes plus sur de la pizza. Maintenant, si je vous présente plus d'options, vous voyez que le temps d'analyse, un petit peu de réflexion, va être énormément rallongé. Alors, toutes ces lois, évidemment, c'est quelque chose de très intéressant à étudier en tant que designer, parce qu'en fait, déjà, ça nous permet de savoir pourquoi une interface ne fonctionne pas. Elle fonctionne peut-être d'un point de vue visuel, mais d'un point de vue compréhension, il peut y avoir effectivement des petits soucis, des blocages. Ça nous permet évidemment, en les ayant en tête, de construire des meilleures interfaces, mais ça nous permet aussi de se dire, bah voilà, nos utilisateurs ont des capacités qui sont limitées, ils ne sont pas infinies, au niveau de la compréhension, au niveau des calculs de ce qu'il a devant les yeux, et aussi en termes de prise de décision. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur, notamment avec ce site Laws of UX. Dernière partie, l'accessibilité. L'accessibilité, c'est quelque chose de primordial pour tous les designers. Malheureusement, moi, ce que je vois surtout, c'est que la plupart du temps, les designers qui sortent d'école, voilà, n'ont pas trop de notion d'accessibilité. C'est un peu une discipline qui est ignorée. Et il y a vraiment une problématique là-dessus, parce que c'est crucial, et ça fait partie intégrante de l'expérience utilisateur. Alors, l'accessibilité, je ne vais pas tout vous refaire en termes de théorie, n'hésitez pas à aller regarder mon autre vidéo qui en parle beaucoup mieux. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner un peu les clés de l'accessibilité, mais d'un point de vue UX et d'un point de vue UI. Déjà, l'accessibilité, c'est quoi? C'est la problématique d'accès à des contenus ou des services numériques par des personnes en situation de handicap. Et des handicaps, il peut y en avoir de plein de sortes. Ça peut être des handicaps moteurs, des handicaps physiques, des handicaps cognitifs, ça peut être des maladies invalidantes, ça peut être des problèmes d'audition, des problèmes de vue. Alors, tout ça, ça va évidemment poser des problèmes pour accéder à de l'information. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'accessibilité, ça concerne la plupart du temps les seniors, parce qu'ils ont leur capacité qui diminue à cause du vieillissement, mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que améliorer l'accessibilité d'un de vos produits ou services va bénéficier à tous vos utilisateurs. On prend juste un exemple, le sous-titrage de vidéos. Oui, ça va permettre à des personnes qui sont malentendantes de quand même accéder au contenu de ce qui est dit dans cette vidéo. Maintenant, ça peut aussi servir dans des situations où une personne voilà, est dans le bus, elle n'a pas son casque, elle veut quand même regarder ce qui se fait dans la vidéo sans mettre le son, elle pourra quand même le faire. Alors, l'accessibilité, si on en reparle très rapidement, dans le web, à la base, donc c'est quelque chose qui a été poussé par le W3C, la Web Accessibility Initiative, qui sont en fait des solutions techniques pour améliorer l'accessibilité dans le web. Ça a donné le WCAG. Le WCAG, c'est tout simplement un ensemble de règles, de recommandations qui vont permettre d'optimiser les services. En France, on a le RG2A, donc le référentiel général pour l'amélioration de l'accessibilité. L'idée, c'est que ce référentiel, c'est un peu comme une checklist qu'on va appliquer sur un site web et vérifier si voilà, on répond bien aux différentes normes en termes d'accessibilité. En France, donc c'est ce qu'on utilise. Si un client vous demande d'être accessible, eh bien, il faudra sortir le RG2A. On a 3 niveaux différents. Le niveau A, donc c'est le minimum. Si vous ne faites pas le niveau A, eh bien, certains de vos utilisateurs pourront être bloqués pour accéder au contenu. Le level 2A, si vous ne l'atteignez pas, eh certains de vos utilisateurs vont être gênés pour accéder au contenu. Et enfin, évidemment, le level ultime, c'est le niveau 3A, qui est évidemment quelque chose qu'on va rechercher un maximum sur les projets. Quand on parle d'accessibilité, il y a une grosse dimension technique, la façon dont votre design va être implémenté. Ce qu'on remarque dans presque 87% des sites internet, c'est qu'il y a des problématiques au niveau des contrastes de couleurs, donc c'est ça le problème numéro 1 d'accessibilité. Contraste de couleurs, tout simplement, c'est la différence entre la couleur d'un texte et le fond. Ce qu'on peut voir ici, je vous ai mis
je vous ai mis un peu une fiche concernant un ballon de football. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont, je pense, vous sauter aux yeux. Alors, la première des choses, c'est qu'effectivement, les boutons d'action ici ne sont pas accessibles. Le contraste n'est pas suffisant, puisqu'on est sur du blanc sur fond orange ou du blanc sur fond vert clair. Vous voyez qu'on atteint un contraste de 1,81, 1,31, alors que le minimum requis est de 4,5 pour 1. Également, l'accessibilité, le contraste s'applique aussi aux icônes. Donc par exemple ici l'icône favorite, elle n'est pas suffisamment contrastée et donc l'utilisateur peut avoir du mal à la lire. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que globalement, vous pouvez aussi vous dire, bah voilà, là on a une marque Keepsta 500, les marques ne sont pas soumises normalement à des règles d'accessibilité, en tout cas de contraste, mais ici, bah voilà, c'est un peu dommage parce que le mot Keepsta 500, il est visible que dans l'image, il n'est pas visible dans le texte, donc autant le mettre beaucoup plus en avant, ou en tout cas gérer un petit peu mieux ce contraste-là. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on a ici un bouton lire la suite, qui est en bleu foncé alors que le texte du dessus de description est en noir. Donc vous voyez, la différence est assez minime, c'est pas suffisant. Imaginez quelqu'un qui a des problèmes visuels, de vision, il verra pas que c'est un lien. La même chose ici, on a une instruction qui nous dit de cliquer sur le bouton jaune pour sélectionner la couleur du ballon. Le problème, c'est que là on fait référence dans cette instruction à l'aspect visuel du bouton. Si on est daltonien, eh ben, on ne saura pas définir lequel des deux boutons et le bouton jaune, donc toujours se référencer plutôt au contenu du bouton qu'à son aspect visuel. Donc si on corrige un petit peu tous ces éléments, bah, vous voyez, on a quelque chose où les icônes sont lisibles, le texte, ici, la marque du ballon est lisible, on l'a répété aussi dans le titre de la fiche, on a un bouton lire plus qui est souligné, et ici on réfère évidemment au bouton d'ajout au panier plutôt qu'à son aspect visuel. Le contraste, vous pouvez en prendre soin lors de la conception en utilisant des plugins, notamment le A11Y Color Contrast Shaker sur Figma ou le plugin Cluse sur Sketch. Ça va vous permettre, voilà, de bien définir le contraste. Est-ce qu'il est suffisant? Et ça vous donne, voilà, les différents niveaux d'acceptance, donc le niveau 2A et le niveau 3A. Si vous êtes déjà sur un site qui est développé et vous souhaitez savoir si le site répond bien aux normes d'accessibilité, n'hésitez pas à utiliser le plugin Chrome natif qui s'appelle Google Lighthouse, ou sinon vous pouvez utiliser par exemple sur Firefox le IBM Equal Access Accessibility Checker qui va vous donner, en fait les deux vont vous donner une note entre 0 et 100, tout simplement pour voir, voilà, quelle est ma note et comment l'améliorer. Pour terminer et résumer tout ce qu'on vient de voir, il y a 3 choses essentielles. La première, c'est l'utilisateur. C'est lui vraiment qu'il faut aller chercher, il faut aller à sa rencontre, il faut comprendre ce qui le motive, ce qui le freine, et essayer d'être un maximum en empathie avec lui. Deuxièmement, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Il est essentiel d'arriver à fonctionner en équipe. Mettez les gens au courant, réfléchissez ensemble et confrontez les points de vue pour arriver à un maximum de créativité. Enfin, l'UX, c'est très vaste. Donc, soyez curieux, nourrissez-vous un maximum de livres, de formations, de vidéos. C'est une discipline où on a le droit de faire des erreurs, mais il faut apprendre de ces erreurs et s'améliorer. Et surtout, trouvez ce qui vous motive le plus. Est-ce que c'est l'aspect graphique? Est-ce que c'est l'aspect recherche? Est-ce que c'est le côté facilitation d'atelier? Trouvez ce qui vous intéresse le plus et mettez-vous à fond dedans. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère évidemment qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager à vos amis ou à vos collègues. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me motivera à en faire d'autres par la suite. Et moi je vous dis à bientôt.